La question du jour. Marcel donne un bonbon à Basile pour qu'il aille dire à Ginette qu'il est amoureux d'elle. Comment être sûr que Basile va vraiment le faire et pas juste manger le bonbon? Comme vous le savez désormais, le marché ne conduit pas forcément à un optimum, car il existe des défaillances de marché. Quand on remet en question l'information parfaite, qui est l'une des 5 hypothèses de la concurrence pure et parfaite, on risque fort de s'éloigner de l'optimum, voire de ne plus trouver d'équilibre du tout. Bim! C'est le cas dans les situations d'asymétrie d'information. Une asymétrie d'information désigne une situation où l'un des deux individus qui échangent détient une information que l'autre n'a pas. Ouais, que l'autre n'a pas. Par exemple, si je vais au restaurant manger des cannelloni, au moment où je commande, je ne sais pas si j'aurai la bonne pasta parfumée de ma Sicile natale ou si j'aurai le vulgaire plat surgelé et réchauffé. Seulement le restaurateur est au courant. C'est en effet un exemple d'un premier type d'asymétrie d'information qu'on a traité dans l'épisode précédent, l'asymétrie d'information ex ante, c'est-à-dire celle qui existe avant que l'échange n'ait lieu. C'est une asymétrie d'information qui porte sur les caractéristiques du produit qu'on échange, comme la qualité des cannelloni que va manger Gino. Mais je vois pas comment il peut y avoir des asymétries d'information qui aient lieu après l'échange. De toute façon, quand on échange un bien, le bien existe avant l'échange. Il peut pas changer après. Les asymétries d'information ex post qui ont lieu après l'échange, donc, ne portent pas sur les caractéristiques du produit. Elle porte sur le comportement que va avoir un des deux individus après l'échange et qui va en modifier la valeur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La valeur d'un bien peut être modifiée par un comportement? Je comprends pas. Par exemple, une tablette de chocolat peut changer de saveur selon la manière dont je me comporte avec elle? Non, évidemment. Cela va plutôt concerner des échanges de services. Comme au tennis? Je vous donne un premier exemple. L'assurance. Gino, vous ouvrez une compagnie d'assurance. J'espère que ça rapporte. Comme vous avez expliqué que je trouverai jamais les bons cannelloni avec l'effet sélection adverse, j'envisageais d'employer un cuisinier à domicile pour les faire. Comme ça, je surveille. Ah, très bien. Gino vient de dire sélection adverse. Si vous ne savez pas définir ce terme, allez voir l'épisode précédent. Pour ce qui est d'embaucher un cuisinier à domicile, ça pourrait justement rentrer dans l'asymétrie d'information qu'on va voir aujourd'hui. Mais laissez-moi d'abord développer l'exemple de l'assurance. Gino ouvre une compagnie d'assurance donc. Et Einstein voudrait souscrire une assurance montgolfière, car c'est son moyen de transport quotidien pour aller en cours, et le ciel est de plus en plus embouteillé. Il n'est pas à l'abri d'un accident. Prudence est mère de sûreté. Einstein se présente à vous, Gino. Il a l'air respectable, il a passé son permis montgolfière, il n'a jamais eu d'accident. Vous vous apprêtez à lui proposer une offre sur la base de ce qu'il risque de coûter à votre compagnie en moyenne. Coûter à l'assurance, je crois pas, non. Les assurances, elles font signer des contrats à des coûts exorbitants. Et quand il vous arrive quelque chose, c'est jamais couvert. Les assurances, elles se font de l'argent sur le malheur des gens. Le contrat d'assurance prévoit que si la montgolfière d'Einstein entre en collision avec la vôtre, Cassandra, la compagnie d'assurance donnera à Einstein de quoi racheter une montgolfière. Exactement. Si sa montgolfière a un accident. S'il n'a pas d'accident, il aura juste payé l'assurance et basta. L'assurance lui donnera rien. C'est en effet tout le principe de l'assurance. Elle rembourse seulement s'il y a un accident. Dans un cas sur 100, quoi. C'est justement ça qui nous intéresse. Vous, Cassandra, vous évaluez à 1 sur 100 la probabilité qu'Einstein ait un accident. Donc, l'assurance devra lui rembourser sa montgolfière pliante qui a coûté 1000 schmilblick seulement dans un cas sur 100. Ça veut dire que Einstein va coûter en moyenne 10 schmilblick à l'assurance. L'assurance peut envisager d'assurer Einstein à partir de 10 schmilblick à l'année. Et donc, si Einstein n'a pas de problème, l'assurance gagne 10 schmilblick à rien faire. Si Einstein a un problème, elle est censée lui donner 1000 schmilblick, sauf qu'elle les a pas. Einstein lui a payé que 10, donc elle met la clé sous la porte. Non, mieux. Elle vous sort le petit truc en astérisque d'un alinéa de fin de contrat, pied de page, police taille 7. Si t'es pas le meilleur pote d'Afflelou, t'as aucune chance de déchiffrer le machin. Et qui dit que justement, dans ce cas-là, c'est pas pris en charge. L'assurance aura de quoi payer les 1000 schmilblick à Einstein, car le principe de l'assurance repose sur une mutualisation des risques. Évidemment, Gino ne peut pas se contenter d'assurer un seul client. Ça n'aurait aucun sens. Mais si elle assure 1000 conducteurs de montgolfière,
et que seulement 1 sur 100 a un accident. L'assurance sait qu'elle aura environ 10 conducteurs dans la panade chaque année, et donc en moyenne 10 montgolfières à payer. Si chacun des 1000 conducteurs assurés paye 10 schmilblick l'assurance, eh ben elle aura provisionné 10 000 schmilblick. Quand 10 conducteurs lui en demandent 1000, ça lui coûte 10 000, donc il n'y a pas de problème. Et vous allez nous faire croire que l'assurance ne fait pas de profit? Elle encaisse 10 000, elle paye 10 000, elle a 0 à la fin? Là, j'expliquais juste le principe de la mutualisation des risques, le principe même de l'assurance. Après, il existe des assurances privées qui cherchent à faire du profit, et des assurances publiques qui ne cherchent pas le profit. Par exemple, il existe une assurance chômage en France, à laquelle tous les salariés cotisent et qui leur paye des indemnités s'ils connaissent une période de chômage. C'est un organisme public nommé Pôle emploi et qui n'a pas pour but de faire du profit. Il est même plutôt déficitaire. La sécurité sociale est une autre assurance publique. Vous cotisez et si vous êtes malade, l'assurance paye vos soins et vos journées non travaillées. Ah ouais? Le chômage et la sécurité sociale, c'est des assurances? Oui, c'est une mutualisation des risques. Mais revenons à Einstein qui souhaite souscrire un contrat pour sa montgolfière. Quand Gino le voit arriver dans son agence, propre sur lui, sage, avec sa voix fluette et son air de bonne famille, il est tenté de croire qu'Einstein a en effet un risque sur 100 seulement d'avoir un accident. Ma mère s'appelle Prudence. Il va lui proposer un contrat à 10 schmilblick. À tous les coups, il lui demandera plus pour faire une marge. 12 schmilblick le contrat pour que Cassandra ne soit pas perdue. Mais Einstein, une fois le contrat en poche, sait que si sa montgolfière subit des dommages, elle lui sera intégralement remboursée. Qu'est-ce qui vous prouve que fort de ça, il ne va pas, crinière au vent, musique à fond, sortir son gros bras poilu par la portière et pousser le turbo et son risque d'accident à 1 chance sur 20. L'asymétrie d'information porte bien sur un comportement ex post, c'est-à-dire qui a lieu après la transaction. Einstein sait s'il sera sage sur la route, mais Gino, lui, n'a aucun moyen d'en être sûr. On dit qu'il y a aléa moral. Einstein pourrait changer de comportement après avoir contracté l'assurance. On parle aussi de risque moral, mais aléa moral est le terme le plus fréquent. Et c'est une défaillance de marché. Car bien qu'Einstein ait l'air honnête ex ante, il pourrait être malhonnête ex post. Et devant ce risque, Gino va proposer un contrat plus cher. Rien qu'un soupçon suffit à me discréditer. Mais si vous êtes honnête, Einstein, vous allez trouver le contrat trop cher par rapport à votre vrai risque et refuser de souscrire. Gino ne va se retrouver qu'avec des têtes brûlées comme clients. Dans ce cas, je préfère ne pas ouvrir de compagnie d'assurance. J'ai déjà trop de problèmes. C'est pourquoi les assurances vont fréquemment demander à leurs clients de payer une partie sous forme de prime, une autre sous forme de franchise. Donc d'avoir un prix avec une partie fixe, la prime, et une partie variable, la franchise. La franchise ne se monnaie pas. Bah, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire, franchise? Le contrat d'assurance va stipuler que vous payez une prime, c'est-à-dire une cotisation, que vous payez quoi qu'il arrive, et s'il vous arrive un accident, l'assurance ne prendra pas tout à sa charge. Vous aurez quand même un petit quelque chose à payer qu'on appelle franchise. À mon avis, ce sera plutôt un grand quelque chose à payer. La franchise vise à inciter les souscripteurs à faire attention à leur conduite. La franchise sera-t-elle grande ou petite? Petite, grande ou petite? L'assurance pourrait proposer 2 types de contrats. Un avec une prime faible et une franchise élevée. Un autre avec une prime élevée et une franchise faible. Cela inciterait les clients à révéler d'eux-mêmes leur comportement et leurs risques. Celui qui sait qu'il est prudent va choisir une petite prime et une franchise élevée, car il pense que son risque d'accident est très bas. Celui qui se sait nerveux sur la route va choisir une prime élevée et une franchise faible. Très bonne idée! J'ouvre la compagnie d'assurance, finalement. Et je vais revenir avec un deuxième exemple d'aléa moral sur vos problèmes de cannelloni, Gino. J'ai plus de problème. J'embauche quelqu'un en cuisine. C'est justement ça le problème. Il est trop dur ce steak. L'asymétrie d'information ex post ou aléa moral existe également dans la relation d'un employeur à ses salariés. Quand vous signez un contrat de travail, il y a une asymétrie d'information entre l'employeur et l'employé. L'employeur ne sait pas exactement ce que va faire l'employé une fois le contrat signé. Pardon, mais l'employé non plus ne sait pas ce que va faire l'employeur après. Il y a des employeurs, ils abusent, hein. Ils vous font signer un contrat de 35 heures et après, on se rend compte qu'il faut faire plein d'heures sup, pas payées, bien sûr. Vous avez raison. Mais dans l'exemple théorique,
c'est le salarié qui a une possibilité de ne pas fournir l'effort maximal qu'il avait promis de fournir et l'employeur qui ne peut pas le savoir ex ante. Ex post, une fois le contrat signé, le salarié qui sait qu'il est payé de manière sûre pourrait être tir au flanc. Flanc! Tir au flanc? Mais qu'est-ce que c'est que cet exemple? Les gars qui ont écrit ça, ils ont jamais vu un patron ou bien comment ça se passe? Et l'une des manières envisagées de réduire ce problème est de proposer une partie de salaire variable en fonction des résultats. Ça me dégoûte. Mais vous n'avez pas tort, Cassandra. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui montrent qu'en pratique, proposer une rémunération qui s'ajuste aux résultats démotive beaucoup de salariés. Ce n'est pas toujours efficace dans la vie réelle, justement parce que ça introduit une idée de relation basée uniquement sur les intérêts et ça réduit leur motivation intrinsèque. Mais dans un cours d'asymétrie d'information, on va toujours présenter la relation employeur-employé comme possible situation d'aléa moral. C'est vraiment un exemple canonique de la théorie. Ce que vous devez retenir. Parmi les défaillances de marché, on trouve les situations d'asymétrie d'information qui peuvent survenir ex ante ou ex post. Lorsqu'il s'agit d'asymétrie d'information ex post, on parle d'aléa moral. L'un des deux individus partie prenante de l'échange pourrait modifier son comportement après la transaction et en affecter la valeur. Les exemples canoniques de l'aléa moral sont l'assurance ou la relation employeur-employé. Il va s'agir de défaillance de marché, car l'assurance proposera des contrats trop chers pour les personnes prudentes et l'employeur proposera des salaires trop bas pour les travailleurs réellement engagés et performants. Pour remédier à cette défaillance, on peut imaginer un prix en deux parties, une partie fixe et une partie variable, dépendant du comportement de celui qui détient l'avantage informationnel.